Le ministre des Enseignements secondaires, en collaboration avec le Minpostel, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par des enseignants de qualité. Pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Pauline Nalova-Lyonga en collaboration avec le ministre des Postes et Télécommunications, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes tous habitués. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toute question ou réponse à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme. Nalova-Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Bonjour, chers élèves. Comme vous le savez déjà, je suis M. Nguef Bertin, votre enseignant de philosophie. Nous nous retrouvons là ce matin pour continuer notre réflexion sur votre programme de première. Et cette fois, nous allons nous intéresser à la leçon intitulée « Les fondements du droit ». Mais avant d'arriver précisément dans cette leçon, nous allons nous intéresser au sommaire, à la session introductive qui va porter sur d'abord une introduction, ensuite des compétences, et après les prérequis et finalement la consolidation. De quoi s'agit-il dans cette séquence intitulée « Droit et justice ». Cette séquence comporte, comme nous le savons déjà, 5 leçons. La première, c'est celle que nous avons vue la dernière fois et qui est intitulée « Définition des concepts de droit et de justice ». La seconde, qui va nous intéresser ce matin, est intitulée « Fondement du droit ». Suivront les 3 autres, dont droit et force, justice et égalité, et des formes de justice à l'idée absolue de justice. Alors, sans plus tarder, nous rentrons donc dans cette séquence. Quelles sont les compétences qu'il va falloir développer ce matin? Il s'agit premièrement de saisir les concepts de droit et de justice, de saisir leur importance dans la construction du vivre ensemble, et finalement de se comporter en citoyen épris de l'esprit républicain et de la cohésion sociale. Alors, quels sont les prérequis qu'il faut maîtriser pour mieux aborder cette leçon? D'abord, il faut connaître les principes moraux qui gouvernent la vie en société, et ensuite connaître les principes de la vie communautaire. Alors, si nous savons que pour vivre en société, il faut respecter un certain nombre de valeurs, respecter un certain nombre de prescriptions en termes de bien à faire et de mal à ne pas faire. Nous savons également qu'il y a un certain nombre de lois, il y a certaines réglementations qu'il faut suivre pour vivre en harmonie avec la société. Alors, je peux me permettre donc de vous poser la simple question suivante. La morale suffira-t-elle à fonder le vivre ensemble dans la société? Nous allons y réfléchir pour quelques secondes et nous allons passer aux réponses. Oui? Oui, vous pensez que si l'homme vit selon les normes de la société, selon la morale prescrite dans la société, il peut être parfaitement intégré dans la société. Oui, mais vous par contre, vous estimez que la morale ne suffit pas parce que même si la morale, on parle d'obligation morale, la morale n'est pas contraignante et qu'il va falloir, tel qu'on l'a vu la dernière fois, reposer le comportement sur les exigences de droit et de justice. Ça, c'est fondamental. Alors maintenant, si je vous pose la seconde question, quel peut donc être le rapport à établir entre la morale et la justice? Que direz-vous? Nous comprendrons simplement que le vivre ensemble a besoin certainement des principes moraux, mais également, on a besoin de l'esprit de justice pour vivre dans la société. Alors, ceci nous amène à notre leçon de ce matin, qui est effectivement intitulée, comme on l'a dit tantôt, « Fondement du droit ». Alors,
Partons rapidement d'une situation problème. De quoi est-il question? Autour de toi, autour de vous à la maison, la famille, la société nous offre de plus en plus des spectacles regrettables, des combats pour le leadership, avec cependant une vue vague sur ce qui doit fonder le droit de leadership. Alors, ainsi donc, le fondement du droit reste donc un défi majeur dans la vie familiale et sociale dans son ensemble. Alors, quelles sont donc les compétences qu'il va falloir développer dans cette leçon? D'abord, cette leçon va te permettre, cher apprenant, de saisir les fondements du droit, d'être un citoyen socialement et moralement intègre et de mieux gérer tes rapports avec ton entourage. Ça nous amène donc à la problématique de notre leçon de ce jour. Quels sont les différents fondements du droit? Sur quoi faut-il reposer le droit? Alors, avant de continuer, contrôlons quelques prérequis. À partir de la simple question suivante. Les règles de la tradition peuvent-elles véritablement fonder le droit? Est-ce que si on respecte la tradition, est-ce que si on respecte les us et coutumes de la société, on peut être convaincu que le droit va prévaloir au sein de la société? Oui, votre camarade estime justement que pour la tradition, parce qu'elle pose des exigences, elle pose une certaine rigueur dans le comportement social, dans l'action sociale, elle peut suffire à garantir le vivre ensemble et par ricochet le droit. Ce qui n'est pas faux. Mais est-ce que c'est tout? Est-ce que la tradition ne présente pas quelques difficultés? Oui, effectivement, comme on peut le constater, certaines traditions, même si elles sont vécues, même si elles sont respectées, ne peuvent pas véritablement fonder le droit. On comprend donc ici que la tradition, certes, elle propose un certain nombre de principes qui peuvent guider le construit social de l'individu, mais à elle seule, elle risque de ne pas suffire parce que certaines traditions nous amènent parfois à réfléchir. Alors, passons maintenant au plan de notre leçon. D'abord, nous aurons une petite introduction. Ensuite, nous allons nous intéresser à la coutume comme fondement du droit, à la nature comme fondement du droit, à la force comme fondement du droit et finalement à la loi comme fondement du droit. Ensuite, nous verrons quelque chose à retenir, un certain nombre de citations utiles à garder pour ces réflexions ultérieures et finalement des questions d'évaluation. Alors, en guise d'introduction de notre leçon, nous disons donc qu'il s'agit de nous intéresser, comme on l'a dit tantôt, au fondement du droit. Et nous avons répertorié, peut-être sans être exhaustif, 4 fondements intéressants. Le premier, c'est la coutume. Le deuxième, c'est la nature dans son ensemble. Le troisième, c'est la force. Et le quatrième, c'est la loi. Alors, commençons par le premier fondement, c'est-à-dire la coutume. Bon nombre de personnes, bon nombre de sociétés font de l'agir sur les coutumes. Et quand on dit généralement coutume, on voit toujours derrière profiler l'idée des ancêtres qui ont défini un certain nombre de us et coutumes que nous devons respecter, qui ont défini un certain nombre de valeurs que nous devons respecter et qui doivent fonder le droit. Le droit de l'individu, le droit des individus serait donc lié aux coutumes qui sont en vigueur dans leur société. On sait très bien que l'inceste, l'interdiction de l'inceste est une loi et on sait que le fait d'inviter les individus à ne pas commettre l'inceste peut amener à construire un type de comportement attendu des différents membres de la société. Il en est de l'inceste comme d'autres valeurs, d'autres coutumes. Le droit apparaît donc comme l'émanation des règles de vie collective consacrées par les mœurs, les habitudes d'un peuple. Et sur ce plan,
nous avons à l'esprit un auteur qui s'appelle Montesquieu, qui est un philosophe français, qui a énormément théorisé la coutume comme effectivement la source principale du droit et même du droit positif. Venons-en maintenant à la nature comme fondement du droit. C'est-à-dire que le droit est ce qui est conforme à l'ordre naturel des choses, parce qu'on estime que la nature a ses lois, la nature a ses principes, la nature a ses exigences, et l'homme doit se comporter conformément à ces exigences de la nature. D'ailleurs, ce qui doit vous intéresser, c'est que aujourd'hui, ce qu'on appelle les mouvements écologistes, ils disent que la nature aujourd'hui est en train de nous punir parce que nous avons refusé de marcher comme elle veut. Nous avons voulu l'agresser, nous avons voulu la modifier, alors qu'il fallait tout simplement vivre conformément à ses principes. Alors donc nous nous sommes révoltés contre la nature et on a l'impression aujourd'hui que la nature elle-même se révolte contre nous. Alors cela signifie donc que si vous voulez être droit, il faut vivre conformément à l'ordre naturel des choses. Et dans le même esprit, Aristote pense que même la nature elle-même a prévu des mécanismes d'équilibre pour punir, pour réglementer les écarts de la norme naturelle. Alors, cet élément de la nature nous pose pourtant un problème, parce que même si on doit se conformer à l'ordre de la nature, on peut se poser un certain nombre de questions. Si vous êtes né sur une montagne, devez-vous vous contenter de vivre sur la montagne, construire votre maison sur un banc de montagne, au risque de ce qu'elle s'écroule, comme on a vu des catastrophes à Gouaché, dernièrement, ou bien vous devez modifier la nature en la rendant convenable à vos exigences de vie ou de bien vivre. Donc, même s'il faut se conduire selon la nature, il n'y a que parfois certaines situations de la nature nous obligent à la transformer pour l'adapter à nos besoins existants. Venons-en à ceux-là qui proposent que l'on fonde le droit sur la force. On pense, ou plutôt certains d'entre nous pensent que le droit ne peut être véritablement fondé que sur la force, c'est-à-dire sur les dispositions naturelles. Et quand on parle de force ici, il ne faut pas seulement entendre la force physique, parce que je suis le plus fort physiquement, je suis le plus véloce, le plus costaud, et je peux donc terrasser mon adversaire facilement. Mais on parle également de force économique, c'est-à-dire celui qui a le plus de moyens. Est-ce que c'est celui-là qui doit être celui qui doit être vite reçu à l'hôpital quand il va se soigner? Certains pensent que le droit doit être garanti par les moyens économiques. D'autres pensent que c'est la force matérielle. D'autres penseront encore que c'est la force intellectuelle. Il est tout à fait légitime que le plus intelligent, le plus brillant intellectuellement obtienne le poste et que le médiocre ou celui qui est nul reste pour attendre, en fait, pour passer l'examen. D'autres penseront que le plus rapide, il se doit de gagner, vous savez, aux 100 mètres. Quand on met tout le monde sur la ligne de départ, on va attendre à l'arrivée. Bon, celui qui arrive, qui est le plus rapide, il remporte la course. Et certains estiment donc qu'il va de soi que le droit soit naturellement fondé sur la force. Alors, on peut également ajouter à cela le fait que la force, elle est efficace. Elle nous permet facilement d'atteindre, quand on parle d'efficacité ici, l'efficacité, ça signifie ce qui nous permet de facilement avoir ce qu'on veut, ce qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Donc, on peut également ajouter le fait que la force ne donne pas rendez-vous. J'ai un problème avec X, j'utilise mes moyens de bord, qui sont la force physique, matérielle, etc. Et je le terrasse rapidement. Donc, sur ce plan, donc, nous avons un philosophe allemand qui s'appelle Max Stirner, qui nous dit véritablement savoir que, je cite, celui qui a la force a le droit. Fin de citation. Autrement dit, la force doit toujours aller du côté
du plus fort. On peut d'ailleurs ajouter cette célèbre déclaration qu'on retrouve dans les fables de La Fontaine, de Jean de La Fontaine, où on voit qu'il nous dit que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Donc, légitimement, la force doit garantir le droit. Mais est-ce qu'on doit véritablement fonder la force sur le droit? Est-ce que le plus fort devrait l'emporter légitimement sur le plus faible? Cela nous amène à nous interroger quand même sur les limites de la force. Bon, on peut être le plus fort matériellement, mais sans l'être intellectuellement, etc. Et c'est pour ça que Rousseau nous fait comprendre que si nous voulons fonder le droit sur la force, sitôt que c'est l'effet c'est la force qui fait le droit, l'effet change avec la cause. Autrement dit, je suis fort aujourd'hui, mais je ne suis pas sûr de continuer à être fort demain. C'est pour ça que Rousseau nous dit que le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître. Alors, chers élèves, achevons cet examen des différents fondements du droit par la loi. La loi, parce qu'elle se veut une règle objective s'imposant à tous les membres du corps social de la même manière, indistinctement, elle paraît être la meilleure candidate pour fonder et légitimer le droit. On sait qu'il y a un rapport étroit entre la loi et le droit, en ce sens que la loi est toujours l'expression formulée ou écrite d'un droit précis. Quand la loi dit ne faites pas ceci, ça veut dire qu'en même temps, elle énonce un droit. Gérard Méret nous dit donc à cet effet que, je le cite, la loi est la forme déclarative du droit. En clair, chaque loi énonce un droit. C'est ce rapport étroit entre la loi et le droit qui est également établi par un grand politologue français, philosophe, qui s'appelle Montesquieu, qui nous fait comprendre que, je cite, la loi en général est la raison humaine en tant qu'elle gouverne tous les peuples de la terre, et les lois politiques et civiles de chaque nation ne doivent être que les cas particuliers où s'applique cette raison humaine. Il est donc dit et établi que la loi et le droit sont dans un rapport équilibré, dans un rapport étroit. Mais on peut quand même se poser quelques questions. Si la loi, parce qu'elle est objective, tout au moins parce qu'elle se veut objective, peut fonder le droit, est-ce qu'elle le fait toujours? Autrement dit, est-ce que la loi elle-même est droite, est toujours droite? On parle souvent de l'arbitraire des lois, entendu par là que les lois ne sont pas toujours neutres, les lois ne sont pas toujours objectives, les lois ne sont pas toujours impartiales, les lois parfois privilégient certains, protègent certains au détriment d'autres. Et Rousseau a, nous semble-t-il, bien compris cela lorsqu'il nous fait comprendre que parfois les lois ne sont que des décrets uniques que certains particuliers donnent pour défendre et protéger leurs intérêts. Ça veut donc dire clairement quoi, les amis, que si nous voulons fonder le droit sur la loi, nous devons nous rassurer que cette loi elle-même est droite. Autrement dit, qu'elle est objective, qu'elle est impartiale, qu'elle ne protège pas certains, qu'elle ne privilégie pas certains au détriment d'autres. Sur cette base, nous pensons que la loi peut fonder le droit. Donc, nous voilà donc à la fin de notre parcours sur les différents fondements du droit. Que faut-il donc retenir? Nous retenons simplement que plusieurs éléments sont proposés pour fonder le droit. Il y a la coutume, il y a la nature, il y a la force et il y a la loi. Nous avons examiné chacun de ces éléments dans son rapport avec le droit en établissant à chaque moment
les limites qui peuvent être dégagées par rapport à chacun de ces éléments. Alors, prenons ceci en guise de citations utiles qui pourront vous aider dans vos réflexions futures. J'espère que vous qui êtes à la maison, vous nous suivez attentivement. Première citation, le droit est la limitation de la force par la raison. Cette citation vient de Dominique Parodi. Je répète, pour ceux qui sont au fond, le droit est la limitation de la force par la raison. Deuxième citation, la philosophie fait un cœur droit comme la géométrie fait l'esprit juste. Cette citation est de Voltaire. Et la dernière, le droit dont jouit, selon la nature, tout individu est mesuré d'après sa puissance. C'est Spinoza, ce célèbre philosophe hollandais que vous connaissez déjà. Alors maintenant, essayons d'évaluer si notre message est passé. Nous allons donc le faire avec ces deux questions d'évaluation. La première, elle vous demande simplement de citer les 4 fondements du droit. Oui? Oui, oui, la coutume, la nature, la loi, la force. Très bien. Là, le message est passé. Deuxième question. Identifie dans ta tradition une pratique contraire au droit. C'est-à-dire, il y a dans ta tradition, il y a des coutumes, il y a des mœurs. Certains peuvent être contraires au principe du droit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas admettre ça véritablement dans l'ordre des relations sociales. Oui, une pratique contraire au droit. Oui, l'inceste. Très bien. Bon, le sororat, bon. Non, pas véritablement. C'est vrai que le sororat, c'est cette pratique qui consiste à épouser le frère du mari. Bon, c'est des pratiques qui sont tolérées dans certaines sociétés, mais on ne peut véritablement pas légitimer cela dans l'ordre du droit. Très bien. On a donc l'impression que le message est passé. Alors, nous allons donc vous donner, pour continuer à réfléchir, ces deux sujets de réflexion. Le premier, les droits de l'homme sont-ils des droits universels? Je répète, pour vous qui êtes à la maison, les droits de l'homme sont-ils des droits universels? Deuxième sujet, le droit n'est-il lié qu'à la légalité? Le droit n'est-il lié qu'à la légalité? Je vous rappelle les réflexes. Quand on a des sujets, vous essayez d'abord de bien définir les concepts clés avant de compenser votre réflexion. Alors, chers élèves, nous voici à la fin de notre leçon qui était consacrée à l'étude des différents fondements du droit. La prochaine leçon sera consacrée au rapport entre le droit et la force. Je vous remercie et à la prochaine.